Alors merci beaucoup de votre invitation, de votre groupe de réflexion sur la divination. Euh, voilà, moi j'ai comme a dit Stéphane, j'ai deux parcours qui se conjuguent, l'un en pratique des arts chinois du corps et de l'esprit, on peut dire aussi, puisque j'ai travaillé quand même pas mal tout ce qui est autour de la méditation et aussi de la divination. Euh, et un parcours d'anthropologue où voilà, j'ai fait des terrains, comme a dit Stéphane, en Chine, notamment dans la province du Hunan, au centre de la Chine, donc c'est là qu'on va aller se promener un petit peu. Euh, où voilà, j'ai été accueilli dans différents temples par des moines et des nonnes avec lesquels j'ai pu pratiquer et faire du terrain ethnographique, c'est-à-dire recueillir des matériaux, des témoignages, observer des rituels, observer des savoirs mis en œuvre. Alors, j'ai choisi, mon fils m'a dit que si je mettais la photo avec les petits chats, je gagnerais des likes, alors je l'ai fait. Voilà, c'est un peu ce que je viens de dire. Stéphane l'a déjà dit. Voilà, donc pour dire quelques mots sur l'anthropologie. Là, on est dans l'anthropologie sociale et culturelle, non pas l'anthropologie physique. Donc c'est l'idée d'étudier à la fois l'unité de l'homme, de l'humain, dans son universalité, et en même temps une humanité qui se manifeste historiquement et concrètement dans une diversité de cultures. Et donc, en l'occurrence, voilà, une culture chinoise et une culture de certains Chinois qui sont taoïstes et qui sont dans une région particulière. Pour donner quelques mots sur l'approche, l'idée c'est de partir de l'observable et de restituer la parole aux gens, donc plutôt d'essayer de les faire rentrer dans des cadres d'analyse précis, d'essayer de voir comment les choses font sens pour eux, en s'intéressant aux termes précis, aux expressions, à leur logique propre. Ensuite, de contextualiser ces données, de décrire et d'analyser donc les contextes historiques, sociologiques et locaux dans lesquels un savoir comme la divination est élaboré et mis en œuvre, ce qui implique donc des jeux d'échelle, et vous allez voir qu'on va se promener à différentes échelles. Et plutôt déployer la complexité que de ramener trop rapidement à du connu. Ça, c'est la question du comparatisme. Donc plutôt que des systèmes hypothético-déductifs en anthropologie, on travaille sur du comparatisme qui prend en compte et des similitudes et des différences et des contrastes, parce que souvent les gens ont tendance à vouloir ramener les choses rapidement à du connu, et dire ah ça c'est pareil, et ça c'est de la paresse intellectuelle, donc j'essaye de ne pas tomber là-dedans, et donc de plutôt monter en généralité en discutant au travers de conférences, de relectures et d'écriture d'articles, etc., avec d'autres études qui peuvent être donc comparables dans d'autres milieux humains. Et il y a aussi toute la question qui est particulièrement prégnante avec l'histoire contemporaine de la Chine, qui essaie de la mise en dynamique, où en fait donc, je m'intéresse à la fois à la transmission de la divination en l'occurrence et d'autres formes de savoir, et à la modernisation de ces savoirs, à la modernité, à l'intégration de la Chine dans la mondialisation, etc. Et un des grands problèmes qui se pose, c'est qu'on est en phase de changements sociaux et cosmologiques fondamentaux. On a des structures civilisationnelles qui sont à distinguer, mais aussi à voir comment elles se métissent finalement localement. Ça c'est voilà, et en particulier ce problème-là, il est prégnant pour nous puisque la question de la divination ne peut pas faire sens dans une cosmologie moderne
où notamment on va séparer nature et culture. L'effet de nature, c'est une chose, l'effet de culture, c'est autre chose. Même si, par exemple, le Covid nous montre bien que du microbiologique au géopolitique, il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent, mais on a quand même appris que voilà, donc faire sens à la divination, au rituel, etc., ça demande de s'intéresser à comment les gens voient ça, et à comprendre quelles sont si ce n'est leur rationalité, tout au moins la cohérence et l'efficacité de leur démarche et de leur pratique. Donc là, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est plutôt de partager un peu mon immersion dans un monde complexe et différent, et de chercher à le comprendre un peu de l'intérieur. Et mon objectif n'est pas de vous fournir clé en main l'explication finale et définitive qui vous permettra d'aller vous coucher tranquillement après avoir regardé une série, mais que vous ayez plein de questions après, parce que pour moi l'esprit c'est un peu comme un muscle, hein, s'il n'est pas actif, eh ben, il s'endort. Voilà. C'est aussi, plutôt que d'aborder donc, les choses par la théorie, c'est de s'intéresser à une trajectoire de vie singulière, hein, celle de la femme qui m'a enseigné des pratiques que j'ai observées, sur lesquelles j'ai travaillé, donc, comme disait Stéphane, dans le cadre d'un programme du CNRS, enfin de l'Agence nationale de la recherche, hébergée par le CNRS à Nanterre, et donc la MSH Monde de Nanterre. Donc voilà, de voir donc, comment ces savoirs s'articulent à sa vie, qui se déroule donc dans cette période particulièrement compliquée de l'histoire, puisqu'elle est née en 1929, me semble-t-il. Le rituel divinatoire donc, va être perçu au travers d'un cas concret, et on va aussi réfléchir qu'est-ce que c'est que la divination, un peu en rapport à d'autres formes de savoir, notamment les arts textiles. Vous allez comprendre pourquoi. Et voilà, finalement comment ça s'articule aussi avec un peu sa vie à elle, quoi, sa trajectoire de vie, puisque bon, la question du destin, c'est un peu ça, c'est un peu comme la trajectoire de vie. Voilà, on pourrait. Donc moi j'ai aussi tout un travail d'analyse très précise de toutes les interactions et du dispositif rituel, mais c'est pas ça que j'ai proposé de présenter aujourd'hui. Donc si ça vous intéresse, on fera avec plaisir une autre séance là-dessus. Ça m'a plutôt intéressé donc, de partir de ces points-là, de montrer du contexte et de réfléchir à certains principes transversaux, voilà, qui me paraissent être structurants de ces rituels divinatoires. Voilà, et donc une fois de plus, donc, plutôt le but n'est pas que vous compreniez tout, parce que moi non plus j'ai pas tout compris. Je sais pas, il y a peut-être... Enfin, ceux qui ont tout compris, généralement, bon, ils ne les fréquentent pas. Donc, le but est, voilà, comprenez ce que vous avez chacun à comprendre et faites-en ce que vous voulez, en fait. Ça sera toujours partiel, et puis voilà, ça posera des questions, ça fera avancer le processus. Alors, donc la personne qui va articuler toute cette présentation là, c'est donc la vénérable Li, hein, Li Ye. Ye, c'est même grand-père paternel en fait, hein, donc c'est un grand-père paternel. Voilà. Et son nom taoïste c'est Yuan Kong, qui peut être traduit par vide profond. Alors je l'ai rencontré en 2005 par le biais d'un autre maître taoïste, qui est celui qui m'a enseigné plutôt, c'est lui qui m'a enseigné plus de choses, et surtout par les pratiques du corps et de l'esprit, type arts martiaux internes et méditation. J'ai eu l'occasion donc de passer du temps dans le temple où elle vit entre 2005 et 2015 pendant plusieurs séjours. Donc elle est née en 1929 et elle a commencé à rentrer dans des réseaux taoïstes et à apprendre le taoïsme pendant la période collectiviste et avant les interdits de la révolution culturelle, qui se sont notamment exercés contre les superstitions. Et comme on va le voir, la superstition, c'est bien un problème de différence cosmologique aussi. C'est-à-dire, le savoir de l'autre, c'est une croyance, alors que nous, on sait, eux, ils croient. Et donc une période d'interdit sur les rituels anciens et les formes de savoir et de croyances anciennes, face à la vérité communiste et scientifique, et industrielle ou autre. Et
Ensuite, donc, il y a eu donc, la période des années 80 qui, au contraire, comme on va le voir, se caractérise surtout depuis le milieu des années 2000 par une grande prospérité des temples et une multiplication assez hallucinante des demandes qui sont faites aux dieux. Donc, dans ce modèle où, alors on va en reparler, mais en fait, le modèle du rapport entre les humains et les dieux en Chine, c'est celui de la bureaucratie céleste, c'est-à-dire qu'on s'adresse à un dieu en lui faisant des rapports et des demandes, comme on le ferait à un magistrat humain bienveillant. Voilà. Et donc c'est ces dieux qui contrôlent, qui dirigent le destin, Seming. Donc on est au pic du Sud, c'est un des 5 pics de la géographie rituelle de l'Empire. Alors dans le petit futé, ils vous disent que c'est les 5 montagnes taoïstes. En fait, c'est les 5 montagnes qui structurent le territoire impérial et dont les rituels ont été confiés aux taoïstes, il me semble, sous les Tang, donc sans doute autour du 8e ou 9e siècle, un truc comme ça à la louche. Donc c'est un haut lieu géomantique, un haut lieu de la géographie rituelle, et le pivot, comme ils le disent eux-mêmes, du tissu social taoïste, c'est-à-dire un ensemble de réseaux de transmission, de savoir, de culte, et évidemment de liens sociaux qui relient différentes communautés, dans une grande région en fait, qui est tout le centre-sud de la Chine. Et voilà, donc cette expression, voilà, donc il s'est agi après la révolution culturelle de tisser l'étoffe du taoïsme dans un contexte de multiplication du pèlerinage tourisme, puisqu'on ne sait jamais trop qui est un peu touriste, un peu pèlerin ou un peu des deux, hein, on l'est un peu tous. Hein. Donc voilà, et une politique de contrôle social par le religieux. Donc on comprend aussi pourquoi le gouvernement, l'État parti contrôle le religieux, c'est parce que le religieux, évidemment, c'est, enfin le religieux entre guillemets, puisque le terme n'existait pas avant le XXe siècle en Chine, est un des aspects de construction du social important. Alors là, on a les petits parcours dans la montagne, le parcours un peu nature, et puis là, on a l'arrivée tout en haut là, du temple qu'on voyait là. En fait, là, c'est les gens qui montent les derniers escaliers là. Et donc, vous voyez, il y a du monde, hein, il y a 3 millions de visiteurs par an. Et donc, les gens là ils sont passés par plusieurs temples, il y a beaucoup de facteurs. J'ai travaillé aussi sur la marche, dans le pèlerinage, sur l'encens, etc., sur différents aspects du pèlerinage. Mais là, donc, ils vont, c'est un peu l'aboutissement où leur requête s'est élaborée hein, au fil du parcours. Et donc, ils vont voir le sage empereur du pic du Sud, qu'ils appellent aussi Shengdi Laoye, c'est-à-dire notre vieux grand-père paternel, le sage empereur. Voilà. Donc, grande période de ferveur cultuelle, remise en œuvre de savoirs anciens depuis les années 80, recomposition des communautés et des réseaux, et tout ça, voilà, donc dans une dimension de formulation des souffrances et des désirs. Et sachant là, je voulais préciser que l'encens, en particulier, est le support de ces intentions profondes. Hein, on retrouve le terme I hein, des pratiquants de Tai Chi et compagnie. Cette intention profonde, ce sens, ce désir est porté par l'encens, donc vers les dieux qui gouvernent le destin. Donc Seming, hein, c'est diriger, et Ming, donc ça on va le voir assez rapidement, c'est un des deux termes clés pour la question du destin. Donc en cette période de multiplication des désirs, nous voyons que l'encens brûle mélangé avec tous les autres paraphernalia rituels d'ailleurs, donc c'est un sacré bazar, ça c'est un autre sujet, mais donc voilà, c'était amusant à montrer. Alors on va aller plus précisément dans un temple qui se situe en fait au pied de la montagne et un peu sur le côté, sur comme ils disent la route qui mène Hoshan, derrière la montagne. Et c'est un temple qui est dédié à la dame Wei Huatsun. Et la dame Wei Huatsun, c'est une des premières grandes divinités féminines du taoïsme et qui, elle a vécu réellement au 2e siècle, je crois, ou 2-3e siècle. Et elle est revenue faire des révélations à un devin. Enfin, en tout cas, il y a
un devin qui, 2 siècles plus tard, a considéré que c'est elle qui lui avait fait ces révélations, et que ces révélations donc, ont permis de fonder une des grandes traditions du rituel taoïque, la tradition Shangqing, de la haute pureté, ou la haute clarté, puisque clair et pur, c'est le même mot. Donc la tradition Shangqing, donc, qui est une des 2-3 grandes traditions structurantes de toute la liturgie taoïste, et donc et qui est aussi donc en fait alors le belvédère de la cour jaune, parce que c'est elle, voilà, qui a aussi révélé ce fameux livre de la cour jaune, qui est à la base de l'alchimie physiologique, l'alchimie intérieure, donc toutes les traditions de méditation taoïste, et évidemment ensuite dans les développements de l'alchimie féminine qui se font beaucoup plus tard, je ne sais plus si c'est 17e, 19e siècle, ça a 200-300 ans, pas plus, qui est donc une des principales maîtres ancestrales de cette tradition-là, de ces savoirs-là. Et donc voilà, il y a la statue de la dame Wei Huatsun, et donc la vénérable Li travaille avec la dame Wei, on va dire, pour faire des divinations aux gens, et on vient de loin la voir pour ses oracles. Alors, on n'est pas dans le I Ching, même s'il y a des points communs et des éléments. On est dans un système divinatoire qui est vraiment le truc le plus répandu en Chine, en fait, à peu près tous les Chinois connaissent. Et donc c'est Chou Tian Wen Gua. Donc il y a 2 composants. Chou Tian, là, c'est ce qu'on voit là, c'est-à-dire piocher les tian. Les tian, c'est les oracles. Donc comment ça marche très très vite. En fait, là, vous voyez, il y a la dame porte peut-être pas très bien, elle porte une grosse section de bambou dans laquelle il y a des bâtonnets numérotés. Elle les secoue, et la divinité va piocher un bâtonnet. C'est le premier qui tombe. Mais c'est Cho, c'est pour ça que c'est pioché, donc c'est la divinité qui pioche. Et ensuite, donc, ce numéro de bâtonnet renvoie à des petits papiers, comme ça, sur lesquels il y a là des phrases oraculaires qui ont été révélées. Alors des fois, ça peut être justement en lien avec des trigrammes ou avec des hexagrammes du I Ching, mais pas forcément. Ça peut être des phrases, voilà, à caractère plus ou moins mythologique, etc. Bon, je vous raconterai une autre fois toute la complexité de ça, c'est très très intéressant aussi. Et en fait, le deuxième élément qui est tout aussi répandu, c'est le Wen Gua, c'est donc demander au Gua. Et alors là, le Gua, c'est en l'occurrence, c'est deux demi-lunes, comme ça. Alors là, ceux-là, ils n'ont pas tout à fait la forme, mais il y en a d'autres qui ont des lunes. Là, on voit Lié qui les lance. Et en fait, donc il y a 3 combinaisons. Donc ils ont chacun une face concave ou convexe. Vous voyez, les creusets. Donc c'est yin-yang, ou donc 2 yin, 2 yang, ou un yin, un yang. Voilà. Donc après, selon les cas, c'est oui, non, peut-être, relance, voilà. Là, en l'occurrence, Lié, là, dans ce dispositif-là, Lié garde cette... alors ça, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est une communication directe avec le destin, et le destin dépasse en fait la divinité. Ça, pour le comprendre, il faut regarder les détails du rituel. Mais et c'est Lié qui conserve ce jet de bois. Mais il y a des gens dans d'autres temples qui le font eux-mêmes. Mais là, c'est elle qui conserve et qui va confirmer à chaque fois et qui va relancer l'échange avec la personne qui consulte. Donc, on ne va pas rentrer dans tous les détails, etc., qui sont très intéressants, que j'ai étudiés sur plusieurs occurrences, sur quelques occurrences voilà, où ça a été enregistré, filmé, transcrit exactement, parce qu'elle parle un dialecte incompréhensible, traduit, etc. Enfin, j'ai fait une analyse approfondie de ça. L'objectif de ce rituel oraculaire, c'est très clairement, c'est le terme générique en Chine, c'est Gai Yun. Donc Gai Yun, c'est changer, infléchir, donc Yun, où il y a ce signe, il y a un nuage et ce signe, il y a un nuage et ce signe du mouvement qu'on retrouve dans Tao aussi, dans le caractère Tao. Donc ça, je vais redéfinir, puisqu'en fait, donc, il y a 2 termes. Le terme basique en chinois pour dire destin, c'est Mingyun. Donc c'est avec ces deux caractères, Mingyun. Sachant que quand on creuse un peu, Ming, en fait, ça renvoie à... je ne sais pas si vous maîtrisez le Xiantian et le Hotian, ces concepts. Non. Le Ming, c'est une structure matricielle.
C'est-à-dire que ce sont des structures qui vont animer le corps de chair qui sont, on va dire, conférées par le ciel. Ces deux concepts qui ont été qui ont été mal traduits pour justement l'adapter, notamment dans le cadre de la médecine, avec les notions d'inné et d'acquis. Mais ça, c'est des interprétations qui sont colportées un peu partout, et en fait qui datent du début du XXe siècle, quand il a fallu faire rentrer justement dans les cadres cosmologiques modernes, et notamment de la biomédecine, faire rentrer des concepts traditionnels. Par contraste, le yun, c'est vraiment la dynamique autour d'une question précise à un moment de la vie. Je vais avoir un enfant, je monte une entreprise, j'ai mal à la jambe, ma grand-mère est malade, etc., etc., tout ce que vous voulez. Enfin, là, vous prenez le thème astrologique là, sur Télé 7 jours, là, vous avez tout ce qu'il faut. Ou vous pensez à votre vie et à vos amis, c'est pareil, c'est tous les trucs du quotidien. Donc ça, c'est deux choses différentes, c'est-à-dire que là, le rituel dont on parle, il a une visée, de modifier, d'infléchir cette trajectoire, cette dynamique sur quelque chose de précis. Alors qu'en fait, pour modifier le Ming, ça c'est un travail de très longue haleine, c'est Xiaoming, comme cultiver, réparer. Xiaoming, ça c'est fait partie des pratiques du corps et de la méditation, du type des arts martiaux internes, du Dao Yin, du Yang Sheng, etc. Sur les grands principes techniques que je pense qu'ils sont importants de retenir, c'est que l'élément central, même un des éléments centraux du rituel, c'est donc de mener, et de tout ce système divinatoire oraculaire, c'est de mener le pèlerin, on va dire, ou la personne qui consulte, à formuler une parole claire et sincère sur sa vie. Comme elle le dit, Li Ye dit Ni zedi yao jiang qingzhua, tu dois l'exprimer par toi-même clairement. Et la question de la sincérité, elle est évoquée beaucoup par les pèlerins. C'est une des 5 vertus cardinales du confucianisme. C'est aussi justement la vertu dans le rapport entre les fonctionnaires et le peuple qui est mise en avant. Et en fait, si on ne s'exprime pas sincèrement, les dieux ils vont pas infléchir le destin, quoi. Voilà. Ça pose toute la question du sujet énonciateur dans le taoïste, c'est-à-dire le wo. Le wo, c'est je, moi, le pronom de première personne, qui convient d'oublier dans la méditation. Chez Zhuangzi, on a le Tsuo Wang, s'asseoir à l'assise dans l'oubli. Et les taoïstes que je connais parlent de Wang Wo, c'est-à-dire oublier le moi comme sujet conditionné, et en fait libérer le Zi qui est en fait ainsi par soi-même. C'est le sujet qui s'auto-détermine en s'exprimant lui-même. Donc ça, c'était des principes qui me paraissent importants. Donc ça, c'est ce que j'ai dit, là, ça c'est vraiment l'analyse du rituel. Donc pour faire avancer cette parole, il y a ces questions de la marche, de l'encens, etc. Mais si on se limite vraiment au rituel, au moment du dispositif rituel oraculaire, j'ai travaillé sur toutes les interactions langagières et gestuelles, et donc qui implique une forme de tissage complexe entre donc, des humains, les taoïstes, les gens qui viennent demander, les gens qui sont là à côté, les pèlerins expérimentés, les disciples laïcs qui traînent par là du temple, etc. Les objets, donc les statues, les objets divinatoires, etc. Les textes, qui sont les textes oraculaires, ou les textes qui sont récités, ou les stèles qui sont affichées, que les gens regardent, etc. Les dieux, évidemment, et les lieux. On reviendra aussi là-dessus. Ensuite, ce qui est aussi très intéressant, c'est que, en fait, plutôt que de prédire l'avenir, ce rituel oraculaire, donc il sert justement, c'est ça que on était un peu en train de dire du coup là, c'est que c'est un travail de clarification et de négociation avec les dieux. Parce que en fait, tant que les guas ils sont négatifs, on va les relancer. Et à chaque fois qu'on va les relancer, il va à nouveau y avoir un travail d'interaction et un travail de précision, de reformulation, etc. Donc en fait, le rituel il va toujours être positif à la fin, sauf quelques cas. Comment dire, voilà, donc c'est pas tant la question de prédire l'avenir que de faire entrer
en contact un humain avec son intériorité et les dieux, et lui faire clarifier et négocier son destin par des actes de langage et de gestes. Et ce qui est ensuite ce qui est un des points principaux de la présentation d'aujourd'hui, c'est que la logique centrale en fait de ce rituel, ce qui nous rapproche ce qui rapproche cette question divinatoire avec la question du tissage et du textile et du fil, c'est le fait que donc on a deux homonymes, die, qui l'un signifie nouer et l'autre signifie dénouer. Alors, donc une petite introduction générale sur les arts du fil. Donc il y a un anthropologue qui s'appelle Tim Ingold qui nous rappelle effectivement que bon, cet ensemble d'arts liés au fil, au tissage, la broderie, la couture, le tricot, mais aussi voilà, que c'est des savoirs humains qui ont servi donc à l'habillement, à la parure, les tentes pour l'habitat nomade, tout ce qui est la vannerie, les filets, la révolution technique de la corde, et qui sont des grands domaines du savoir incorporés, qui ont contribué donc à modeler sur la très longue durée l'esprit, le geste et les interactions humaines. Donc on retrouve cette importance de logique filamentaire qu'on va développer là, dans beaucoup de cultures. Et là je cite un livre intéressant là, de grands historiens d'Antiquité sur la culture grecque et latine, où en fait il voit apparaître des principes textiles et dans les mythes, et qu'il ne voit pas ça simplement comme des métaphores, mais comme étant justement des sortes, bon, il parle de concaténation de catégories, que ce sont des principes structurants et qui en fait ont une influence à tous les niveaux de la société, et qu'on ne fait que les retrouver dans les récits écrits ou oraux des mythes. Donc voilà quelques exemples pour Pindare, le tissu c'est le mariage. Athéna et Tisserande et Platon envisagent la cité comme un tissage unifiant les contraires. Et pour Héraclite, l'âme tisse et retisse le corps comme une araignée. Alors, donc je vous parlais de ces deux termes qui donc pour l'un signifie dénouer, séparer, mais aussi comprendre, résoudre et émanciper. Ce terme die. Le second die, lui, signifie nouer, assembler, connecter. Donc là, on a une approche du nœud plutôt positive, dans le sens où il relie, où il fixe une relation. Mais voilà, les nœuds peuvent être aussi des sortes d'enchevêtrements ou d'entraves, et un tissu peut s'effilocher. Donc là, quelques expressions courantes de chinois. Donc le nœud du cœur-esprit, ça c'est un problème non résolu, un désir entravé, ou encore une faute ou un regret qui est difficilement avouable ou formulable. Roi Di et Maodun, ça c'est dénouer un conflit. Et donc ça c'est pas vraiment une expression courante. Die Yuan Die, on retrouve les deux mots Die là dans l'expression. En fait, ça désigne un petit rituel qui est amusant à raconter. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un couple qui se dispute, voilà, donc qui se dispute, et donc ils vont voir le maître taoïste. Et alors là, le maître taoïste fait, je sais plus, 10 ou 12 nœuds, enfin dans une cordelette, mais il fait des nœuds qui se défont quand on tire dessus. Et en fait, donc le couple se met à genoux comme à l'accoutumée face au dieu, et ils parlent entre eux avec le dieu. Bon, ils discutent de leurs affaires, et le maître taoïste est à côté, et en fait, par moment, il fait des nœuds comme ça. Donc c'est une sorte d'assistance à couple en danger, et donc où on voit que le nœud est fait pour être dénoué, en l'occurrence. Alors, autre chose qui est intéressante, c'est que dans ce cadre rituel et taoïque, et bon, pas que, enfin, dans la culture chinoise un peu, bon, qui des fois a tendance à être un peu comment dire, aseptisée et modernisée, une des manières de parler aussi, enfin, de ces nœuds ou de ces pathologies, de ces désordres dans la destinée,
la Vénérable Lie les diagnostique et les traite comme des influences de fantômes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un fantôme? En fait, il y a la notion de mort prématurée, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est mort avant d'avoir complété son lot de vie. Parce que cette notion de Ming, c'est aussi, ça donne une durée de la vie. Elle utilise aussi beaucoup le terme de Wangsi, qui peut être traduit par des gens qui sont morts en vain après avoir été trompés. Et donc, on reviendra pourquoi cette période 1984-2005, mais à cette époque, donc elle vivait, c'est l'époque où elle est arrivée, et elle vivait donc au belvédère de la Cour Jaune, au pied du pic du Sud. Et elle raconte qu'à cette époque, donc, elle percevait des fantômes, qui donc les fantômes crient ouh. Soudainement, il oue un premier cri. Au deuxième cri, bah, il est déjà arrivé à cette ferme là-bas. Au troisième cri, il se perd dans le lointain. Un fantôme peut être si rapide. C'est le cri d'une âme humaine affolée et affamée. Donc pour décrire un petit peu ce concept de mort prématurée, c'est donc cette idée de ne pas avoir mené à terme le lot qui avait été donné, le lot de destin qui avait été conféré à la personne, mort d'une mort violente par exemple, mort, etc., etc., etc. La notion de mal-mort, c'est aussi la notion de déviance. Les mal-morts, dans le rapport au culte aux ancêtres, on sait l'importance du culte aux ancêtres agnatiques et des patrilignage dans l'organisation sociale chinoise. Donc un ancêtre, par définition, il a le rituel et le deuil, etc., qui font qu'il est dans l'ordre, il est intégré à la hiérarchie généalogique, etc., des ancêtres. Alors que par définition, le mal-mort, il vient toujours d'ailleurs, il est déviant. Voilà. C'est-à-dire que donc, il y a aussi la question... voilà, il le retrouve tout le temps, c'est-à-dire que qu'est-ce qui est dans l'ordre et qu'est-ce qui est déviant, quoi. Donc selon les points de vue, les situations, etc., c'est une frontière un peu variable aussi. Évidemment, cette notion de l'eau de vie est aussi à comprendre pour les taoïstes dans le cadre de l'idée qu'il convient donc de nourrir le principe vital, et qu'en nourrissant le principe vital, on va même aller jusqu'à une certaine forme d'immortalité. Donc évidemment, là, on est encore plus prématuré quand on meurt de mort violente, si en plus on fait du Yangshan. Voilà. Et effectivement, disons que bon, voilà, y a des formes de violence réelle et symbolique qui multiplient les cas à une échelle un peu plus macro-sociale, qu'évidemment, si on sort d'une période de guerre, etc., il va y avoir plus de fantômes que si on est à Woodstock. Et on va donc repartir du début, de son enfance. Elle est née donc dans la région de Changsha, qui est aussi la région natale de Mao. D'une famille paysanne. Pendant sa jeunesse, elle a passé 2 ans à l'école primaire du village, ce qui était un peu monnaie courante. Elle aurait pu faire un peu plus, mais il y a eu aussi la guerre. C'est le moment où les Japonais sont arrivés dans le coin, donc ça a dû contribuer à... Voilà, et elle se considère illettrée, donc on y reviendra un peu. Par contre, comme dans beaucoup de familles, en fait, elle a appris le tissage et la couture et la broderie dans sa famille, avec les femmes de sa famille. Alors ça, il faut souligner que la cosmologie, le mythe du mariage et de la division sexuelle du travail, c'est le mythe du bouvier et de la tisserande. Donc il y a une image masculine du bouvier qui garde les animaux, ou aussi le travail au champ, dans la rizière, etc. Et la tisserande, la femme tisse. Et dans ce mythe, d'ailleurs il y a la fameuse les filles de Jade qui envoient le métier à tisser, la navette sur le métier à tisser. C'est un mouvement de Taiji. Effectivement, donc il y a une conception cosmologique beaucoup plus générale et ancienne, dont s'inspire ce mouvement de Taiji, qui est effectivement que le cosmos est un tissage avec le métier à tisser qui se déplace. C'est aussi important de préciser qu'autour de ces arts textiles, il y a des solidarités féminines et des transmissions utérines. Enfin, utérines, donc transmission par les femmes, agnatiques par les hommes, des termes d'anthropologie. Au sein des patrilignages, donc c'est-à-dire que dans le système patrilinéaire, il y a aussi donc
des constitutions de groupes féminins, et aussi au niveau du village, hein, donc les femmes peuvent se retrouver, etc. Bon là je ne l'écris pas là, mais il y a aussi donc une maîtrise technique, hein, qu'on va revoir après, qui est aussi pour les femmes un vecteur de reconnaissance, d'indépendance, d'autonomie, voire même d'autorité dans la société. Et on va aussi voir qu'il y a que finalement, et notamment la broderie, mais que ces arts textiles sont une forme d'écriture iconographique et féminine. Pour une femme illettrée. Donc à l'époque, quand elle était jeune, elle aimait déjà marcher jusque dans les temples. Je traduis au plus près de la manière dont elle dit ça. Et c'était quoi ces temples pour elle? Donc des lieux qui rassemblent des gens ayant des affinités de destin et qui veulent quitter leur famille. Alors quitter la famille, c'est Chujia, hein, c'est pour entrer dans une parenté rituelle taoïste. Donc on quitte la parenté de la famille et on a un nouveau nom personnel dans une parenté, une généalogie rituelle taoïste. Et ce sont des gens qui se refusent à manger de la viande et autres aliments excitants. Donc là, on a cette notion de yuanfen, là, qui est très intéressante aussi et importante en Chine, qui peut être dans le vocabulaire quotidien, c'est-à-dire on se croise à l'arrêt de bus, ah bah tiens, il y a yuanfen là, le hasard fait bien les choses, quoi, voilà. Après, donc yuanfen, c'est l'idée de deux morceaux d'une pièce qui se mettent ensemble, en fait. Voilà. Il y avait des sortes de passes de reconnaissance comme ça, enfin, pour des messagers ou des trucs comme ça, où ça se connectait, là. Il y a un peu cette idée-là. Ça rappelle les affinités électives de Max Weber aussi. Et voilà, et là où c'est très important et que ça nous intéresse de plus près, c'est que aussi bien dans le contexte de la guérison rituelle que dans le contexte de rapport de maître à disciple, j'ai entendu plusieurs fois, ça ne marche pas s'il n'y a pas yuanfen. Donc s'il n'y a pas de yuanfen, il n'y aura pas de transmission, s'il n'y a pas yuanfen, il n'y aura pas de guérison. Voilà. Alors ça peut être toujours pareil, un discours a posteriori pour dire en fait je t'aime pas et j'ai pas envie de t'enseigner, mais ça renvoie aussi à une réalité dans la sensation donc vraiment il y a toute une théorie de la rencontre en fait, hein, qui est derrière ça. Voilà, et donc elle, son affinité de destin était contrariée parce qu'elle voulait devenir nonne, mais il y avait deux problèmes majeurs qui se dressaient devant elle. C'était d'une part sa famille et la culture chinoise patrimoniagère, et d'autre part la période collectiviste qui allait suivre. Alors si on parle d'avoir formellement prié un maître de devenir son disciple, donc ça c'est le rituel de Bai She, hein, prier le maître, c'est-à-dire c'est le moment où on va justement rentrer vraiment dans la généalogie et la parenté du maître. C'est arrivé très tard, j'ai attendu 1983 avant de venir au Pic du Sud en 1984. Avant cela, mon père, ma mère et mes proches étaient encore en vie. Ils n'étaient pas d'accord pour que j'entre au monastère. Mais je n'ai pas non plus fondé une famille, hein. Je suis resté dans la simplicité de l'enfance. Et j'ai attendu que mes parents décèdent. J'ai fait les funérailles et le deuil. J'ai accompagné leur retour à la montagne, hein, ça c'est littéralement. Et ensuite j'ai formellement vécu au temple en tant que nonne. Mes parents sont décédés en 1982, j'ai prié mon maître en 1983. Donc ça c'est intéressant aussi par rapport au taoïsme, cette intégration, c'est-à-dire que pourquoi cette importance de la simplicité de l'enfance, c'est-à-dire que en fait, donc je parlais du sujet conditionné, hein, le fait de se marier, de rentrer dans les affaires au sens large, voilà, d'avoir son estate ou son entreprise, être marié, etc. On s'éloigne on rentre dans l'artifice et le conditionnement et on s'éloigne de cette spontanéité originelle où au contraire la méditation est censée nous faire retourner. Même ça touche au jing aussi, ça touche aux essences sexuelles et pulsionnelles en fait aussi. Et évidemment donc toute cette question pour le patrilignage, un enfant qui part, qui reste célibataire, c'est perdu pour la cause, quoi. Que ça soit un fils pour continuer directement le patrilignage, ou que ça soit une fille pour créer une alliance avec un autre patrilignage et aider l'autre patrilignage à se reproduire et aider à résoudre des conflits, à apaiser des conflits locaux, ou potentiels en tout cas. Donc il y a évidemment donc là produire un fils pour un patrilignage et pour son culte aux ancêtres, versus au contraire par l'alchimie intérieure et la méditation,
élaborer un embryon d'immortalité dans son propre paysage intérieur qui entre en contradiction. La jeunesse. Donc 1949, c'est la libération pacifique de la Chine par Mao Tse-tung. Et on notera d'ailleurs donc que le caractère libération Diefang reprend le die de dénouement, de dénouer. Hein. Donc c'est une libération, un dénouement, bon, sous une forme communiste certes, mais c'en est une forme peut-être. Donc après la libération, on éliminait les superstitions. Les temples subissaient des destructions, n'est-ce pas? Tous les genres de bonzes, de maîtres taoïstes étaient libérés, renvoyés à la vie laïque. Tu voudrais courir vivre dans les temples et en plus rentrer au monastère? C'était une affaire impossible à cette époque. Mais je n'avais pas peur, tous les gens avaient peur d'être catégorisés comme contre-révolutionnaires. Je n'avais simplement pas peur. Quand j'entendais dire que dans telle montagne il y avait un temple avec des maîtres taoïstes, hein, alors j'y allais sans chercher à savoir si c'était loin ou pas. Donc je cite, c'est assez croustillant ces citations, j'aime bien. Donc dans le cadre d'une société où la femme est censée être confinée au foyer ou tout au moins pas loin de la maison, au village, etc., elle impartait, et en plus où effectivement il y a comment dire, cette situation politique particulière, donc contre les superstitions, etc., etc. Donc elle a fait preuve d'une grande indépendance, d'une grande mobilité, beaucoup de courage, je pense que c'est important de le souligner, pour s'intégrer donc au tissu taoïste de l'époque, qui était malmené. Encore que dans les années 50, ça passait, c'est après que c'est surtout devenu de pire en pire, enfin à la fin des années 50. Voilà, et donc là on voit bien la deuxième contrainte macro-politique à son affinité de destin. Et c'est pendant cette période où elle allait un peu dans les temples par-ci par-là, qu'elle a rencontré la femme qui est devenue son maître, qui allait le devenir formellement que plusieurs décennies plus tard, mais qui s'appelait donc Wang Xingjong, et donc dont le nom personnel taoïste peut être rendu par loyal à soi-même. Loyal donc à Xing, à sa nature propre, au cœur qui est dans le cœur. Donc à partir de 1962, son maître, donc cette femme, est venue habiter dans ce temple-là, qui est dans la campagne là, de Changsha aussi, et donc elle y allait très régulièrement partager la vie quotidienne de ces femmes, même si elle n'y résidait pas complètement. Elle a réussi à maintenir un entre-deux, à pas se marier, mais à pas non plus... voilà, elle a dû négocier ça pendant plusieurs décennies. Et donc c'est intéressant de citer ce temple, parce que personne n'aura manqué de repérer He-Tu, que c'est le fameux diagramme du fleuve, c'est-à-dire le mythe de la révélation des trigrammes du I Ching par un dragon tortue ou un cheval tortue, je ne sais plus quoi, là, qui sort de l'eau et qui va révéler les trigrammes. Le temple, avec la communauté de femmes qui vivaient dedans, s'appelle comme ça. Et donc l'abbesse qui à l'époque dirigeait le temple s'appelait Luo Mingyuan, donc on peut traduire par Mingyuan, origine lumineuse. Il se donne des noms comme ça. Alors voilà comment Lié nous décrit la vie du temple. Il y avait 16 femmes maîtres taoïstes qui venaient toutes des campagnes du district de Changsha. Elles étaient toutes entrées au monastère dans la simplicité de l'enfance, aucune d'entre elles n'avait fondé de foyer. Avant, elles avaient aussi un travail agricole. Mais après le décret de 1961, elles ne constituaient pas une brigade de production. Elles mangeaient individuellement le grain collectif qu'elles allaient chercher acheter à l'entrepôt. Mais toutes devaient subvenir à leurs besoins par leur propre effort. À cette époque, aucune de ces femmes maîtres n'était très âgée, c'est-à-dire qu'elles devaient donc travailler. Broder, coudre les tissus, faire les vêtements et aussi des chaussettes rustiques. Arrivé au moment de la révolution culturelle, nous savions déjà toutes faire cela, ce genre de tissage et de fabrication des vêtements artisanaux. Pour faire les vêtements, nous avons appris par nous-mêmes. Pour la broderie, nous avons invité un professeur à venir au temple pour nous l'enseigner. Autant de gens vivant ensemble, il fallait bien organiser notre vie. Hein. L'abbesse était très compétente, tu sais. Elle a invité le professeur parce qu'à cette époque, la broderie était encore assez valorisée. Moi, je faisais à manger avec elle, je faisais ménage avec elle, on brodait ensemble. J'ai brodé pendant de nombreuses années. Ensuite arrive la révolution culturelle, je reviendrai sur tout ça après. La révolution culturelle, c'était une énorme tempête. Le belvédère du diagramme du fleuve pendant la révolution culturelle,
Il y a beaucoup de monde qui sont venus le libérer. Il y avait 16 maîtres taoïstes, hein, c'était toutes des femmes. Une foule de plus d'1 millier de personnes y est allée. Ils voulaient les expulser. Ils ont attrapé l'abbesse. Dès qu'ils l'ont mise debout sur la table, donc pour faire l'autocritique, elle s'est évanouie. Pour les autres, les anciennes ont pris la direction des plus jeunes et les ont emmenés en courant vers la rivière pour se jeter dans un puits. Mais comme les révolutionnaires craignaient tout de même les cas d'homicide, c'est comme ça que la communauté n'a pas été dissoute. Dans toute notre Chine, il n'y a que le belvédère du diagramme du fleuve qui n'a pas été dissous, tu le sais. Donc effectivement, au moment de la révolution, enfin déjà à partir du grand bond en avant de 58 et de la révolution culturelle en 66, les temples ont été mis à sac, il y a eu des violences, etc. Et 99% des religieux ont été, enfin des bouddhistes, taoïstes, etc., ont été renvoyés de ci, de là. Alors renvoyés chez eux, quand c'était une femme qui était sortie de sa famille pour retourner dans sa famille, c'était même pas la peine d'y penser, mais bon, bref. En tout cas, devaient retourner vers leur district d'origine, parce que aussi les taoïstes, ils bougent beaucoup. Donc j'ai le cas d'un homme, par exemple, qui était renvoyé du Hunan jusqu'au Dongbei, là, donc à 2000, plus de 2000 bornes. Il était parti depuis 30 ans. Voilà, donc là c'est intéressant aussi parce que là c'est dissoudre la communauté, c'est Jiesan, c'est aussi la dénouer et la disperser cette fois. Voilà, et il s'avère qu'effectivement moi je n'ai pas d'autres témoignages que ce temple là, qui serait le seul, ou en tout cas un des seuls de toute la Chine où les femmes sont restées dedans. Parce qu'ils avaient peur qu'elle se supprime. Non, ça c'est l'histoire qu'elle raconte, justement, je vais revenir là-dessus à l'instant. Le moment, là, elle raconte le moment le plus chaud, on va dire, de leur vie, où là, elles sont passées pas loin de se faire trucider ou de se suicider. Donc on retrouve à nouveau cette notion de détermination et de courage là, dans leur rapport à l'histoire. Ensuite, il y a cette idée que c'est une activité matérielle qui va permettre d'assurer leur autosubsistance économique, Zhejiang, c'était le principe d'autonomie de subsistance, et on retrouve d'ailleurs donc le caractère Ze qui veut dire ainsi de par soi-même, et le caractère Yang, nourrir, comme dans Yangsheng. Donc on voit comment les mots peuvent prendre plusieurs sens. Donc elles ne sont pas devenues une brigade de production, mais elles ont mis en place un système de production qui, d'un certain point de vue de l'idéologie dominante, justifiait quand même qu'elles pouvaient rester. Comme elle le dit que c'était connu la broderie à l'époque, bon c'est vrai que maintenant si vous cherchez broderie du Hunan, c'est quelque chose qui fait partie des soi-disant des 4 ou 5 grands styles de broderie en Chine, machin, mais ça c'est donc un phénomène d'industrialisation qui avait déjà commencé au 19e siècle, où il y avait des manufactures de broderie, etc. Et un phénomène de patrimonialisation qu'on retrouve aujourd'hui, bah voilà, c'est le patrimoine régional, etc., etc. Et dans les années 50, il y avait même dans tous les pays communistes, il y avait une grande valorisation de tout ce qui était les cultures populaires, etc., au service de la nation. Mais bon, évidemment, derrière tout ça, il y a aussi que des maîtres taoïstes, ils ont des disciples, et ils ont des disciples qui sont placés dans les institutions, c'est leur réseau de patronage. Et c'est évidemment ces réseaux de patronage qui permettent aussi à des situations comme ça de se maintenir. Donc, elle décrit un peu, donc elle dit le belvédère du diagramme du fleuve était encore un temple. On ne psalmodiait plus les écritures, il n'y avait plus de statues, elles avaient été détruites. On faisait nos dévotions discrètement à l'étage, on mettait l'encens au-dessus des fenêtres pour qu'on ne puisse pas voir les volutes depuis l'extérieur. Comme le temple est dans la campagne, nous avons toutes pu vivre grâce à l'artisanat, au tissage, à la confection de vêtements et à la broderie, tout en mangeant le riz acheté à l'État. À cette période, on brodait. C'est Changsha qui avait organisé une plateforme logistique de broderie, c'était très célèbre. Alors, donc la théorie veut que voilà, les superstitions, le rituel, la divination, etc. sont mises de côté pour voilà, le savoir moderne, etc. et le progrès. Si on va un peu plus loin pour faire un peu du lien avec ces pratiques textiles, donc moi, entre les différentes discussions que j'ai pu avoir avec des femmes taoïstes de la région, et je me suis aussi rendu donc, à l'Institut de broderie du Hunan, qui est donc du coup pour le coup un pur produit de la patrimonialisation, mais où il y a des super pros, vous allez voir après. Et en discutant avec eux, déjà la première chose qui en ressort, donc pour les pros, c'est qu'il faut une dizaine d'années pour maîtriser ne serait-ce que les bases
du travail, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ils estiment quelqu'un d'expérimenté avec 30 ans de pratique à plein temps. Donc là, la notion de Gong Fu, je pense qu'on peut la replacer, hein, puisque la notion de Gong Fu, c'est bien la question d'une maîtrise technique et d'un accomplissement de soi par la pratique, technique répétée, la persévérance dans le temps, la répétition, etc. etc. Et ensuite, donc cette femme complètement moderne, directrice artistique des ateliers, machin, elle me sort une expression que en fait ça sert à cultiver son corps personne et nourrir sa nature profonde, qui est une expression taoïste qui parle de la méditation en fait, et dit aussi que voilà, ça développe la clarté et la quiétude, qui est Tingting, hein, qui sont des principes taoïstes liés à la méditation aussi. Donc on a là une sorte de pratique méditative qui développe une maîtrise technique et aussi un accomplissement de soi. Et on retombe en fait sur l'idée taoïste que donc la broderie, comme le taiji, la musique ou la maçonnerie, ou le charron, ou le boucher, tout ça sont finalement des portes d'entrée dans le Tao, c'est-à-dire l'idée qu'on se confronte au fonctionnement du monde, au Tao, par un point d'entrée précis. Et ça mérite aussi effectivement de souligner la nature féminine plutôt du Tao, contrairement à nos conceptions du Dieu plutôt paternel occidental. On comprend donc comment cette pratique est aussi une source d'agentivité, donc d'autonomie et de capacité de choix, de subjectivation pour les femmes. Donc on en a parlé un peu dans les familles, la notion de famille utérine au sein des patrilinéages. On a parlé aussi dans la société, par le biais donc, de la maîtrise technique qui est valorisée, le biais de participer à des communautés de pratique. Et on voit même là comment ça a pu être érigé dans un outil de résistance face à un État violent et prédateur. Alors donc voilà, donc, par exemple, je suis tombé, j'ai pu passer 10 minutes devant une brodeuse qui tissait le caractère chi, là, je ne sais pas si vous reconnaissez, là, avec le grain de riz. Voilà, pour un caractère, ça lui prend un quart d'heure. Et là, ils ont refait, parce que donc là, on est dans la région de Mawangdui, donc le fameux Qigong patrimonialisé de Mawangdui là qu'ils ont inventé en 2010. Et ça, c'est donc ils ont refait aussi donc la bannière. Donc ça, c'est pas la bannière avec les personnages là qui est célèbre là pour le Daoyin. Ça, c'est la bannière qui était avec me semble-t-il, sur la tombe de la marquise, dont il y a la momie qui est conservée. C'est un super, le musée du Ronan, c'est super. Du coup, ça, c'est plutôt une sorte de rapport avec l'au-delà et les runes et les po, les âmes runes, les âmes po, etc. Donc ça date du 2e siècle, début 2e siècle avant notre ère. Et ça a été excavé en pleine révolution culturelle. Il y a eu plusieurs découvertes archéologiques super importantes pendant la révolution culturelle, c'est étonnant. J'ai jamais trop compris, j'ai jamais creusé non plus, mais ça mériterait d'être creusé cette question-là. Et voilà, donc là pour les trucs anciens, et je voulais vous montrer un peu de métissage avec Mao en lettré, et puis la garde rouge danseuse sabreuse. Ça fera réfléchir aux costumes divers et variés qu'on peut adopter pour diverses activités, festivals ou autres démonstrations. Alors ça c'est brodé, hein. C'est brodé, hein. C'est des trucs. Moi le jour où j'y étais là-bas, ils avaient bossé 8 mois à une demi-douzaine d'expertes sur un truc de 2 mètres sur 8, un paysage énorme. Enfin les trucs qu'ils font, c'était hallucinant. J'ai passé une journée, c'était vraiment magnifique, quoi. Donc, mais bon, avec des trucs bien kitsch quand même, aussi. Voilà, donc c'est intéressant cette notion de broder des représentations. Alors j'ai aussi le témoignage d'une autre vieille nonne que je n'ai pas connue. Là c'est un témoignage de 2e main où on m'a raconté que cette vieille nonne dans un petit temple de campagne, où je vivais là, régulièrement, justement pendant la révolution culturelle, avait brodé les fameux 8 immortels, dont Lu Dongbin, hein, qui est un des fameux immortels, qui est un des inventeurs inventeurs légendaires, hein, évidemment, de l'alchimie interne, et qui était
en particulier le maître ancestral direct de cette femme, c'est-à-dire l'ancêtre fondateur de la généalogie dans laquelle elle se reconnaît, et donc qui est le maître qu'elle visualisait elle-même pendant les méditations. Là, elle le brodait. Donc, pareil, d'une manière un peu similaire, c'est intéressant de voir comment des femmes dans la société étaient dans le temps amenées à broder des choses sur leurs sentiments, sur des activités quotidiennes, et aussi des moments de passage impliquant des changements dans les relations sociales, puisqu'on a beaucoup parlé de broder le porte-bébé, de coudre et de broder la robe de mariage, le couvre-lit. Donc là, on a des relations homme-femme, mère-enfant, mère-enfant-société, etc., qui sont, pendant une longue durée, travaillées de manière méditative et experte dans la patience, la précision, etc. Donc qui peuvent être des moments, qui peuvent être des moyens de reproduction de la domination masculine, parce qu'on sait aussi comment la jeune chrétienne du début du siècle il y avait l'injonction qu'elle apprenne à être une bonne couturière et qu'elle prépare tout ça. Mais en même temps, on voit bien comment ces moments-là, en présence de soi-même et de manière dans une activité d'un savoir incorporé, sont des moments où il peut y avoir une réflexivité aussi qui se met en place, et du coup aussi l'émergence d'un sujet qui s'autodétermine. Donc finalement, on a là un art de transmission et d'intermédiation entre le tangible et le symbolique. Je cite Isabelle Robinet sur la question de tout l'aspect, j'aime pas trop le terme visualisation, mais de toutes ces méditations imagées là, sur le paysage intérieur, donc qui viennent du livre de la Cour jaune, je rappelle le nom de cet autre temple. On parle de deux temples, qui s'inspirent du I Ching et l'autre qui s'inspire du livre de la Cour jaune. Certaines images contiennent une force latente qui se développe au fur et à mesure qu'elles imprègnent celui qui les manie. La pensée se fonde sur l'analogie, travaille sur des symboles, des signes. La méditation visuelle fait vivre à l'adepte plastiquement et scéniquement ce que la métaphysique exprime dialectiquement et discursivement. Alors, donc nous avons toujours cette famille, cette paysanne illettrée qui est coincée entre sa famille et son temple. et donc voilà, moi je pousse l'interprétation de tout ça comme de cette activité de broderie qui fait écho de plein de manières au travail divinatoire, comme une forme d'écriture, une écriture particulière qui n'est pas une écriture discursive, mais une écriture iconographique, pourrait-on dire. Alors ça nous rappelle que notre mot texere latin donne aussi bien tissu que texte, avec Roland Barthes, et que ça, si on prend l'écriture dans le fil de la pensée et du texte en train de se faire, et non pas le texte comme un produit fini et fixé, on voit bien qu'il s'agit de dénouer et de nouer certaines choses qu'on écrit. Et comme le dit Roland Barthes, le texte est un tissu de sens enchevêtré, mais aussi tout ce qui apparaît comme tissé peut se lire comme texte. Plus proche de nous, les écritures canoniques qui sont révélées par les dieux, ce sont des jing. Alors là, il m'a fait sauter les caractères. J'avais mis tous les caractères. Et c'est intéressant de savoir que ce mot jing, en fait, à l'origine, désignait effectivement la chaîne d'un tissu. Et le mot wei en désignait la trame. Et en termes de texte, donc, les wei, c'est plutôt soit des commentaires, soit des textes apocryphes. Donc les textes révélés qui sont de nature divine, ce sont des jing, ce sont les fils de chaîne. Et les commentaires ou les textes apocryphes, en tout cas les œuvres humaines, ce sont la trame, qui vient donc se fixer sur la chaîne. Et donc, ces femmes, on était donc dans ce temple du diagramme du fleuve, du Retuguan. Cette communauté de femmes, elle a exercé donc la broderie comme une activité économique co-matérielle, une activité
méditative, une activité de maîtrise technique, une activité de travail sur les représentations. Elle a érigé ça en outil de transmission et de résistance à la rigidification d'un pouvoir mécanique, administratif, technocratique. Et ce qui est quand même intéressant de voir, c'est que de ce temple ont émergé, c'est pas complètement étonnant, plusieurs maîtres très importants dans toute la province par la suite, puisque la baisse du principal temple de la capitale de la province était dans ce temple-là. Et la présidente de l'association taoïste de toute la province, qui a aussi des responsabilités au niveau national, était aussi dans ce temple-là, ainsi que cette vieille femme qui ne paye pas de mine, mais qu'on vient voir depuis 700 km de là pour la consulter. Voilà. Donc après, si vous voulez, 79, c'est la grande date qu'on donne toujours, c'est le grand congrès Mao meurt en 76, en 79 c'est Deng Xiaoping qui reprend le devant. On déclare l'ouverture de la Chine, donc à la mondialisation néolibérale, et à ce fameux mélange de socialisme de marché à la chinoise, qui est un beau cocktail qui marche bien. Et donc aussi de relibéralisation, on va dire quand même, des mœurs, et ce qui veut dire concrètement aussi il y a eu la création dans les années 50 des associations religieuses d'État qui cadraient dans la hiérarchie d'État ce qui a été défini comme religion. Et donc il y a un double mouvement où effectivement le peuple se remet à faire ce qu'il savait faire, ce qu'il a toujours fait, aller dans les temples, etc., consulter les devins, demander des rituels, aller voir les dieux, etc. etc. Et en même temps, il y a un contrôle social là, qui se remet en place par l'État. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est à ce moment-là donc 84, c'est l'année où le Pic du Sud est réouvert et confié à l'association d'État, où les temples commencent à être récupérés des brigades de production, etc. Et là, donc, elle quitte le Rotuguan. C'est à ce moment-là qu'elle va vraiment prier son maître, qu'elle va vraiment devenir nonne, et elle va venir habiter et finalement prendre la responsabilité de ce temple qui est le belvédère de la Cour Jaune, au pied du Pic du Sud. Alors que l'autre se trouve, quand je disais la campagne de Changsha, il y a une centaine de kilomètres peut-être. Et donc là, elle va travailler à tisser le monde taoïste selon leurs propres expressions, tout en faisant donc ces rituels divinatoires au quotidien. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire donc gérer le contrôle de l'État parti qui n'est pas toujours tendre, parce qu'en fait, même si la loi dit qu'il faut restituer les temples, il y a des bastons à coups de bâton pour récupérer les temples. Il y a des gens qui réparent un temple, qui remettent une statue, et puis il y a les officiels qui arrivent, qui défoncent le truc. On est dans la région de naissance de Mao. Je crois que la moitié des membres du comité central du Parti communiste dans les années 50, ils venaient de cette région-là. C'était des héros de la Longue Marche, et ils venaient de là. Donc la région, ils sont roots là-dessus. Rebâtir donc il y a tout l'aspect matériel de rebâtir les temples, surtout resculpter des statues et reconsacrer des statues qui ont été vraiment détruites et qui sont centrales pour eux, évidemment, c'est la présentification des dieux. Réécrire les textes rituels, il y a des nouvelles révélations, il y a même des médiums de Mao Tse-tung aussi qui interviennent. Au niveau social, il faut réaccueillir les pèlerins qui sont dans un nouveau contexte où justement il y a une libération de la parole et des possibilités d'association, dont aussi du coup les souffrances peuvent s'exprimer plus facilement, et dont les désirs sont aussi exacerbés finalement par les logiques consuméristes et publicitaires qui commencent à se mettre en place, comme on voyait tout à l'heure le tas d'encens. Et c'est aussi un tissage cosmologique avec les dieux, avec les systèmes de représentation anciens et modernes. Voilà. Je mets l'exemple du médium de Mao, où voilà. Donc en fait, ce tissage, il est multiforme, il concerne plusieurs domaines. Alors, donc, psalmodier la chaîne, donc la chaîne et la trame là, du tissu. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Donc même si j'ai de très bonnes capacités pour étudier, je n'avais étudié que 2 ans à l'école primaire. Avant, je ne connaissais pas beaucoup de caractères.
Quand je suis arrivé au Pic du Sud, j'avais déjà plus de 50 ans, et j'ai commencé à apprendre les rituels, à étudier en psalmodant les écritures canoniques. C'est comme ça que j'ai progressivement appris à lire. De manière générale, je comprends quand je lis le journal, mais maintenant mes yeux n'en peuvent plus, je n'ai pas bien étudié, j'en ai honte, puis mes oreilles deviennent sourdes, et puis il rigole tout le temps. Donc, là j'y repense aussi, c'est intéressant parce que cette notion donc, du texte qui fait chaîne, c'est aussi bien les commentaires du Yijing, etc., qui sont des commentaires révélés aussi, hein, que d'ailleurs, pour certains maîtres, l'enchaînement de Taiji Chuan. L'enchaînement, c'est le texte canonique. Et en l'occurrence, là, les textes canoniques, qui ne sont pas canoniques au sens où, mais qui sont en tout cas des textes révélés et qui composent son corpus oraculaire précis qu'elle utilise là, dans le rituel que j'ai décrit rapidement au départ. C'est à ce moment-là, c'est au début des années 90 qu'elle a récupéré ce corpus, parce qu'elle a été amenée à un moment à aller dans une autre région pour aider une femme qui rebâtissait des temples et qui se faisait justement casser ses temples à chaque fois. Et elle a été avec l'autorité de l'association taoïste d'État pour calmer les fonctionnaires locaux qui étaient un peu vénères. Et donc elle a rencontré une femme médium qui était possédée par le guerrier authentique, hein, John Woo, qui est qui était la grande divinité tutélaire des Ming et qui est le grand dieu de Wu Tangshan, et qui d'ailleurs dans son histoire, à un moment médité dans la légende qui raconte comment il a atteint le Dao. C'était un prince, voilà, qui donc est plein de péripéties, c'est toute une épopée. Mais il y a un moment où en fait il est presque à atteindre le Tao, il est sur le mont Wutang, et il craque, il ne peut plus, quoi, il s'en va. Et en fait il croise une tisseuse qui est avec une barre à mine et qui lui dit j'ai besoin que tu me la polisses pour faire une aiguille de broderie. Et du coup il lui fait, et là il comprend donc grâce à une tisseuse il comprend la persévérance, et il repart dans la montagne et il atteint le Tao. Donc même le guerrier authentique, hein, a besoin de la tisseuse aussi, lui aussi. Voilà, donc puis évidemment, donc c'est ce corpus-là qui compose la chaîne textuelle, hein, du tissage divinatoire qui se fait avec la trame, qui est la destinée des gens, c'est le moment de destin là, que les gens viennent soumettre à l'inflexion, à la négociation, à la formulation. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est à cette période, elle estime, donc j'avais parlé des fantômes au début, donc c'est à cette période qu'elle explique qu'elle est victime elle-même d'agents pathogènes. Pathogènes, c'est mieux. J'ai dû mettre pathologique avant. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'elle en parle avec plusieurs registres de langage. Donc, il y a tout ce discours rituel, on va dire, et sur les fantômes de mort prématurée qui la touchent, ainsi que les pèlerins touristes, etc. Puisque, comme je l'ai bien dit, hein, son rituel divinatoire, pour elle, c'est le nœud. Le nœud, c'est un gui, hein, c'est un fantôme aussi. Ensuite, c'est sur un registre psychosocial plus personnel, indique qu'à cette époque-là, elle était angoissée. Alors, angoissée, c'est intéressant, c'est Tsaoshin, hein, et si on le littéralement, donc ça veut dire que le cœur-esprit est saisi. D'accord ? Donc saisi par ces fantômes. En tout cas, c'est une manière de le mettre en parallèle. Mais aussi qu'elle était affairée. En fait, elle ne se sentait pas capable. Elle devait être responsable de ce temple. C'était trop de tâches administratives, de responsabilités. Il y avait la pression de l'État parti, les injonctions aussi de développement du parc touristique, etc. Donc c'est un truc, c'était pas pour elle. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'elle le dit elle-même. Ensuite, il y avait des symptômes, on va dire, physiologiques. Elle dit qu'à cette époque-là, elle tombait souvent malade. Voilà, jusqu'en 2005. Après 2005, ça allait mieux, tout ça, hein, mais voilà. Et il y avait aussi un aspect, on va dire, géomantique, en tout cas lié au rapport au lieu, puisqu'elle estime en fait que le lieu était stagnant. Donc on va développer un peu cette idée. Ah moi j'ai mis 2005-2015, non c'est pas vrai, ça c'est en 2005. Alors pourquoi ? En fait, effectivement, elles étaient que 2-3 nonnes à vivre là. Il y avait,
puisque son maître à elle, qui était venu là d'abord, ensuite est décédé assez rapidement. Donc c'était elle qui s'en occupait depuis les années 80, les années 80. Ils n'avaient pas beaucoup de moyens, hein, ils faisaient un potager, ils avaient plus d'aide de l'État, etc. Ils devaient refaire revivre le temple après. Alors ça c'est important aussi, le lieu n'avait, comme elle insistait sur le Rotuguan, elle disait c'est resté un temple. Là c'était pas resté un temple, c'était devenu une brigade de production. Et ça pour eux c'est important. Et il y avait assez peu de gens, parce que bon, comme je dis, le temple il est un peu à l'écart, même si c'est... En plus il y a un contraste énorme entre l'afflux de pèlerins touristes sur le gros parcours et à 3 km sur le côté, ce temple, il n'y a pas grand monde qui y va. Et vraiment, le feu de l'encens, c'est le culte. Hein. Le feu de l'encens, c'est le culte, c'est-à-dire c'est la vitalité du lieu. C'est la... Comme on dit d'ailleurs, le foyer pour un foyer. Hein, on comptait les feux à une époque. Hein. Donc là, pour le temple, donc là, c'est le feu, mais pas juste pour faire à manger, quoi. C'est le feu de l'encens, le feu qui porte les demandes. Le feu qui aide à autonomiser les paroles. Le feu qui aide à associer, à relier les gens. Voilà. Et sur ces entrefaits, donc, au début des années 2000, il y a donc un géomancien qui vient de Canton, qui passe là et qui lui fait un peu des révélations comme ça. Il dit que les souffles de la Terre, le Diti, hein, va s'inverser, va se retourner. Et donc, la Vénérable, elle a interprété ça par le fait que du coup, le temple allait se développer, enfin, le lieu allait se développer. Donc là c'est important de rappeler quand même les rapports étroits qu'il y a entre l'humain et l'environnement dans les conceptions chinoises, puisque le mot Xing, hein, qu'on retrouve dans Xing Tuan, c'est la forme humaine en mouvement, non c'est pas la forme humaine, c'est la forme corporelle en tant qu'elle est en interaction et en mouvement, en devenir, mais c'est aussi la forme du terrain, c'est aussi la topographie. Mai c'est les méridiens d'acupuncture. Mai c'est aussi les veines du dragon. Donc c'est les creux, aussi les cieux, c'est les points d'acupuncture. Les cieux c'est les cavités où dans le paysage les souffles et les vents, les eaux et les vents hein, s'accumulent. D'accord ? Je rappelle évidemment toutes les cartes du corps montagne là, dans le taoïsme. Le corps est une montagne. Et l'immortel, Sienne, les immortels, les saints taoïstes, c'est un homme, le caractère c'est un homme et une montagne. Voilà. Et effectivement, donc quelques années après, donc ça pour dire que là on n'est pas dans un, je parlais de cette structure nature-culture, là vous voyez, enfin l'humain et le lieu, l'humain et l'environnement, enfin ce qu'on appelle du coup, l'environnement, la nature, sont traversés des mêmes forces vitales en fait, et sont constitués des mêmes forces vitales. Ils entrent en résonance. Et donc finalement, donc il y a une recherche du soutien aussi pour gérer le temple. Et donc il y a pas loin là, à côté de à quelques kilomètres de là, il y a l'institut de formation des nonnes taoïstes pour toute la Chine, hein, qui est là. Comment dire, donc il y a une jeune diplômée de là qui vient du coup, qui va venir dans le temple pour gérer le temple, que j'ai bien connu aussi, et qui la soulage de l'administration du temple. Alors, depuis ça, elle dit, elle estime que elle n'a plus de pathologie depuis 2005. Cela fait plus de 10 ans que je n'ai pas entendu de cris de fantômes. Ma santé va un peu mieux qu'avant, j'étais tout le temps malade. Ne pas s'angoisser, ne pas s'affairer. Cela se conditionne mutuellement. Dit-elle. Alors, 2-3 éléments de conclusion. Donc c'est intéressant, je trouve, dans son parcours de voir qu'elle a été quand même dans des attitudes de courage et de conscience face à des phénomènes pathologiques ou traumatisants, hein, du type de la révolution culturelle, mais aussi de formes de violence, certes plus symboliques, mais toujours vivantes dans le socialisme de marché. Elle en a vécu quand même intimement les conséquences, hein, puisque elle-même était
hanté dans un lieu hanté. Ça fait quand même penser à la notion qu'on entend beaucoup, c'est choku. On dit tu rentres au temple, c'est choku. Tu vas digérer l'amertume, ta souffrance. C'est pas tu vas venir faire la teuf et que tu vas tirer le bonheur à la pochette surprise et tout ça. Ce qu'on a tendance à vouloir nous vendre de nos jours. Ça montre aussi que la maîtrise d'un savoir incorporé implique donc à la fois du Waigong et du Neigong, donc un travail externe technique et un travail intérieur et relationnel. Parce que ce qui ressort quand même de tout ça, qui me semble important, c'est que plutôt que d'opposer l'individu à l'autre, c'est que l'accès à l'intériorité fait entrer dans un espace relationnel. Et aussi la notion de prendre place dans un lieu, voilà. Et c'est tout ça qui l'amène à finalement utiliser son savoir pour aussi sauver, enfin, c'est le genre de termes qu'ils emploieraient, mais enfin pour tout au moins aider autrui, quoi. Voilà. Donc on a vu l'art textile comme un savoir de nature technique et rituelle qui se transmet donc notamment par les femmes dans les sociétés locales, mais aussi dans des communautés donc, de femmes, et qui leur permet de développer une forme d'agentivité. On a vu que c'était aussi un modèle de mise en réseau, et des réseaux qui peuvent prendre des formes cachées quand il faut encaisser les interdits et les répressions. Et enfin, on a vu que c'était un modèle pour les pratiques mantiques, pratiques divinatoires, si on veut, mantique étant un peu le terme du coup qui s'oppose à logique. Voilà, et que la destinée humaine, donc là, dans ce cadre, s'élabore autour d'une dialectique du nœud et du dénouement, par l'entremise d'interactions complexes qui mettent en jeu donc, des intériorités, des gestes, des paroles, mais aussi des référents, des modèles ancestraux, divins, géomantiques, cosmologiques. Donc on est dans une conception analogique du monde en fait. Voilà, et un dernier truc, donc pour finir sur cette logique de la divinatoire de la tisserande, voilà, donc ça je l'ai déjà dit, donc des savoirs féminins techniques, artisanaux et artistiques. Ça c'est vrai que je ne l'ai pas dit, c'est aussi des conceptions, la logique du nœud et du dénouement. C'était aussi en fait des rites juridiques et exorcistes de l'Antiquité qui consistaient justement à accuser et acquitter. Donc c'est aussi des rites de guérison où on formule une accusation et on formule un acquittement. Et c'est des logiques qui ont été reprises dans les rituels de type un peu confession, ou en tout cas de parole, voilà, taoïste. Je rappelle les textes sacrés, j'ai déjà dit. Voilà, tout ça, je l'ai déjà dit. Et donc, il y a ces trois étapes qui me semblent essentielles. Donc, identifier et ou nouer le néfaste, donc, parce que le nœud, il peut être là et on essaie de l'identifier, mais le nœud, comme le rappelle ce rituel où on défait les nœuds, on peut aussi formuler le nœud, problématiser les choses de manière à pouvoir les résoudre, parce que si on problématise les choses de manière à ne pas pouvoir les résoudre, c'est embêtant. Le dénouement du néfaste par la formulation, la négociation, et une interaction donc, pour libérer, comprendre, transformer, ce mot dénoué. Et aussi se relier donc, pour renouer des liens stables, apaisés et vertueux avec des représentations, des lieux, des personnes, des objets, etc. etc. Merci beaucoup. Merci Georges. Merci de votre gentille politesse.